hier, il a pu, dans un temps très serré, présenter une visite aux amis de la Fondation Martin Bodmer, mais c'est vraiment la première fois qu'il y aura une visite guidée de cette exposition. Alors, merci d'être venu à ce vernissage et Nicolas, je vous donne la parole. Merci beaucoup, professeur. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Fondation Martin Bodmer. Merci de votre présence ce soir pour le lancement. Je n'ose parler de vernissage puisque la chose est un petit peu modeste, mais comme j'ai pu le dire en guise de leitmotiv pour cette exposition, c'est une petite exposition qui aura tout d'une grande. En effet, nous avons déjà des premiers retours très satisfaisants de l'intérêt à la fois de la presse et du public. Et nous avons eu la télévision suisse italienne qui est passée pour le téléjournal cet après-midi encore, entre autres réactions. Donc, effectivement, une exposition qui est modeste. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une part de notre exposition dite permanente, qui va se poursuivre jusqu'en 2021. Nous nous sommes retrouvés au terme d'une exposition Hodler, qui était encore à l'affiche il y a quelques semaines, avec une dizaine de vitrines qu'il s'agissait de repourvoir en ouvrages tirés de nos fonds. Alors, on aurait pu continuer ce qui était l'exposition permanente classique, c'est-à-dire en dévidant les siècles depuis le XVIIe, enfin la fin XVIe, début XVIIe jusqu'à l'époque contemporaine. Mais c'est vrai que là, nous nous sommes dit, nous avons une opportunité de créer quelque chose qui n'avait jamais été fait et de présenter de l'inédit. De l'inédit. Pourquoi? Parce que ces livres sont mal aimés en raison de leur gabarit hors norme, géants et nains étaient donc nés. De prime abord, il s'agissait de faciliter aussi l'installation, parce qu'on s'est dit, il y a des géants, il y a des nains. Les géants, ils vont occuper beaucoup de place, puis les nains, ils sont faciles à installer parce qu'ils ne sont pas lourds. Grosse erreur, et je l'avoue. Et je salue par avance notre personnel de restauration, qui s'est dévoué corps et âme pendant des semaines, à force de tours de reins, de torticolis et de pieds écrasés, pour monter effectivement une exposition qui, elle aussi, a été hors norme, même au niveau muséographique. Et donc, je salue Sandra V et Gabriela Zucchetti, qui ont été à la manœuvre à la fois pour le montage et pour la scénographie, et qui vont vous présenter donc ces livres de manière magnifique, en trouvant des astuces de présentation qui n'avaient jamais été envisagées, parce que les ouvrages en question pèsent plusieurs dizaines de kilos, jusqu'à 40 kilos en l'occurrence, et dans certains cas ne mesurent que 4,5 mm. Alors imaginez de faire tenir un livre de 4,5 mm ouvert, alors que sa nature est de se refermer constamment à cause de sa reliure. Eh bien c'était une gageure, elles l'ont rempli, elles ont dû trouver des astuces. Je ne vous dirai pas avec quoi les coussins qui soutiennent les livres sont bourrés, parce que ma pudeur l'interdit. C'est quelque chose de moelleux, de doux, et qui sert généralement dans un endroit intime, et c'était la meilleure manière finalement d'installer les livres. Bon, là je dévoile les coulisses, je devrais peut-être pas. Toujours est-il qu'il y a eu des ressources d'ingéniosité qui ont été mises en œuvre. Alors pourquoi les géants et les nains? Au-delà de l'aspect, effectivement, sortir des trésors, des réserves qui n'avaient jamais été montrés, il y avait aussi un questionnement. Un questionnement sur la nature de cette chose que nous avons tous chez nous, sur notre table de chevet, à la cuisine, dans nos bibliothèques, qui est le livre, le codex. Ce codex, il a déjà plus de 2000 ans d'existence, quasiment 2000 ans d'existence, puisque les premiers datent de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et en fait, à l'heure actuelle, la plupart d'entre nous, nous avons des livres standardisés, c'est-à-dire des livres brochés, de poche, d'un format tout à fait standard, qui rentrent très bien dans une bibliothèque Ikea. Bon, ça c'est une chose. Et puis il y a les livres dématérialisés. C'est-à-dire, nous en produisons nous-mêmes des centaines et des centaines de pages grâce à nos équipes de numérisation. Ça permet d'avoir des chercheurs qui les étudient depuis Hawaï. Mais quand vous avez un manuscrit médiéval dans lequel vous pouvez rentrer au plus près du détail dans une enluminure, mais en même temps, rien ne va vous dire qu'il pèse 13 kilos et qu'il a tel format, parce qu'à l'écran, forcément, il est impalpable, il est immatériel. Alors pour revenir aux fondamentaux et montrer que la chose livre, l'objet livre, a eu effectivement une physionomie, des gabarits extrêmement différents au cours de son âge, nous avons sorti donc les livres de l'extrême qui sont présentés dans ces vitrines, mais selon quand même une organisation thématique qui reprend certains des grands piliers de la fondation et de la collection bodmerienne. Donc vous allez trouver dans cette exposition d'une dizaine de vitrines, tout d'abord un hommage aux plus anciens représentants, les manuscrits médiévaux, puis nous passerons aux spiritualités, aux livres de cours et de littérature, aux livres de voyage, aux livres musicaux, à la production de certains imprimeurs comme Bodoni, aux livres de politique, aux livres de sciences
et enfin au livre de la modernité. Le tout ponctué dans les vitrines centrales qui sont sur ces espaces métalliques par une présentation de géants et nains en termes de manuscrits autographes, puisque là aussi, effectivement, vous avez des gabarits totalement différents de feuillets qui ont été utilisés par nos auteurs, là principalement des auteurs du 19e siècle, italiens, allemands, français. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer l'exposition, sachant qu'elle va donc avoir une durée nominale d'à peu près 2 ans, et que nous allons ponctuer tout au cours de son existence de mini-événements, soit de médiation culturelle, soit également artistique en quelque sorte, puisque les livres ont tous passé sous l'objectif de notre photographe Naomi Wenger, que je remercie chaudement pour avoir elle aussi manipulé ces monstres, et elle a réussi à les magnifier, à tirer des clichés extraordinaires. À vrai dire, elle se fait très plaisir aussi. Et nous allons présenter une sélection de ces images les plus belles dans l'escalier qui se trouve au fond du musée. Alors c'est en cours encore de finition et vous pourrez découvrir ça lors de vos prochaines visites. Et puis il y aura enfin une étape supplémentaire qui sera celle de la sortie d'un petit catalogue d'à peu près 96 pages illustrées copieusement justement des mêmes photographies et qui vous permettront d'avoir une conservation en fait et un développement de l'histoire des ouvrages que vous allez voir présentement dans l'exposition. Donc je vous invite sans plus attendre à plonger au contact de ces géants et de ces... Géants et nains sont bien aussi catégorisés. Donc vous allez trouver des formats très variables, sachant que traditionnellement on a assimilé des appellations à certains types de formats. Typiquement, si on commence à parler de folio, on sait qu'on est sur un ouvrage entre 35 et 50 cm à peu près. Pour les petits, on va parler de nains, on va parler de minuscules, on va parler de microbes et on va parler de prouesses typographiques. Donc là encore, il s'agit d'échelles dégradées, de millimètre en millimètre, on y reviendra, vous allez avoir toute une catégorisation. Donc ces ouvrages sont tous soit des géants, soit des nains, mais ils ont un nom supplémentaire qui vient les désigner en fonction de leur taille. Alors, cette taille, ce poids également, a été noté dans bon nombre de cas au bas des cartels dont je vous prierai d'excuser éventuellement les coquilles subsistantes parce que j'en ai repéré certaines lors des visites guidées d'hier soir. Elles sont de mon fait et elles seront bientôt corrigées, donc merci pour votre clémence. Le Moyen-Âge a fourni des pièces exceptionnelles et on a tous à l'esprit les productions des scriptoria monastiques où on voit des moines en train de s'acharner à transbahuter en fait des ouvrages monstrueux de taille et de poids. Alors c'est vrai et en fait c'est pas vrai en même temps. Déjà la motivation, elle pouvait être variée et ça c'est très important de le comprendre pour la taille d'un livre. La taille d'un livre pendant longtemps a été configurée par rapport aux besoins qui allait être celui du lecteur, qui pouvait être soit un besoin par rapport à l'utilisation du livre, soit à ce que le livre pouvait lui apporter. Et là, en l'occurrence, nous en avons un très beau exemple avec ce manuscrit du XVe siècle des Métamorphoses d'Ovide, qui est typiquement un ouvrage de production royale, ou du moins de niveau princier ou presque, qui sort de l'atelier royal de Naples, qui était à l'époque un royaume florissant, tant au niveau intellectuel que de la calligraphie et de l'enluminure. Alors que voyons-nous dans ce manuscrit ? Eh bien, un manuscrit humaniste tout à fait caractéristique du XVe siècle, où le gothique a été définitivement banni et remplacé par cette écriture ronde qui était l'humanistique et qui va faire Florès et qui est totalement reprise des frontons de temples romains. On a repris l'épigraphie romaine pour la transformer sur les pages de parchemin en une écriture extrêmement lisible. Autre appel de l'Antiquité, c'est cette page violette. Cette page violette, figurez-vous qu'elle est empruntée à une tradition qui est celle des manuscrits de niveau impériaux, de niveau impérial, de la fin de l'Antiquité romaine et ensuite de l'époque byzantine. Une tradition qui est ensuite filtrée en Occident, qui a été récupérée et qui est revenue en Occident, notamment à l'époque ottonienne dans le Saint-Empire romain germanique. Donc typiquement, quand on avait un présent à faire à l'empereur, eh bien le manuscrit était tout ou partie trempé, là, le parchemin était trempé dans cette solution de pourpre qui donnait cette coloration si particulière aux pages et qui garantissait l'objet de luxe et de prestige, disons, par excellence. Ici, nous avons une dédicace.
qui occupe très logiquement cette page particulière. Une dédicace qui a été réalisée à l'encre d'or, donc avec des caractères monumentaux. Vous voyez, il y a vraiment un aspect monumental, hein, très, très architectural en quelque sorte de la composition de cette page. Et c'est l'enlumineur et le calligraphe en même temps, donc napolitain, qui présente son ouvrage à son commanditaire, le secrétaire du roi de Naples, Ferdinand Ier d'Aragon, donc un grand seigneur de la cour de Naples, qui était par ailleurs un grand bibliophile et un humaniste. En même temps, l'ouvrage, au-delà de son intérêt intellectuel, doit présenter. Il s'agit, pour la bibliothèque d'un grand seigneur, comme l'était le commanditaire, d'avoir des ouvrages qui, socialement, vont pouvoir le poser. Or, effectivement, la taille du livre, autrement dit, conditionnant son prix également, puisque vous imaginez bien que sur un format comme ça, chacune des pages, qui est en fait un bifeuillet, hein, compose la taille de la peau d'un animal. Donc en fait, grosso modo, vous voyez, il a fallu quasiment un troupeau, hein, à peu de choses près, pour faire le livre. Et en plus du vélin le plus fin, hein, parce que c'est vraiment des pages très diaphanes. Bon. Donc d'emblée, on sait qu'on est devant un exemplaire de prix par plusieurs critères, la taille, le vélin traité de pourpre, et puis effectivement cette enluminure très riche qui à la fois utilise les Bianchi Girari tout à fait renaissance italienne, avec ces aspects polychromes, rose, vert, pâle, bleu, et cet entrelac, disons, blanc qui les parcourt, le rappel de l'Antiquité avec des médaillons d'empereurs romains, et en bas, de nouveau, une inscription sociale, un grand médaillon soutenu par des putti qui présente les armes héraldiques du destinataire du livre, du premier propriétaire du livre. Donc voici un ouvrage de prestige, tel que le Moyen-Âge a pu nous en transmettre, et celui-ci est effectivement des plus grands que nous possédons. Il mesure pas loin de 40 cm de haut, donc effectivement vous avez, là vous avez facilement une centaine de bêtes en tout cas, hein, qui ont été utilisées, ce qui est considérable. Alors à l'inverse, le Moyen-Âge a également produit des ouvrages de petite taille, et là nous en avons deux, un profane, un religieux, qui nous montrent justement des ouvrages du quotidien, qui sont employés au quotidien et qui, pour ce faire, sont de fondamental la Magna Carta, qui avait été concédée par le roi Jean Santerre après la révolte de ces barons, pressurés par les impôts. Et donc les barons avaient obtenu ce texte juridique fondamental qui permettait des franchises, qui permettait la garantie de certains privilèges de la noblesse, certes, mais aussi de certains corps, de certains bourgeois, de certaines villes, et qui a été en application pendant tout le Moyen-Âge, perfectionné, amendé, jusqu'à fournir au XVIIe siècle, sous la République, à l'époque de Cromwell, le fameux texte de l'Habeas Corpus, qui est devenu par la suite vraiment la garantie de la suppression dans le monde anglo-saxon de toute arrestation ou de tout jugement arbitraire. Donc une avancée tout à fait considérable dans l'histoire du droit. Eh bien, vous voyez ici un exemplaire qui a été possédé par un juriste, un légiste, comme on disait à l'époque, anglais du XIVe siècle, et afin de faciliter ses travaux au quotidien, de se référer à ce texte de loi, il avait besoin d'un ouvrage, je dirais presque de poche, tellement de poche que nous avons été obligés de lui greffer une loupe qui vous permettra de venir admirer à la fois les enluminures, les lettrines ornées du texte, ainsi que cette écriture microscopique et pâlie par les années. Du côté religieux cette fois-ci, et là, non plus en Angleterre, mais dans le Württemberg, dans un monastère bénédictin, figurez-vous qu'on trouve, oui, à la fin du XVe siècle, un petit ouvrage comme ça, et non pas les grands ouvrages monumentaux. Alors certes, ils existent toujours, on les utilise, ces grands livres, dans les circonstances collectives, au sein des églises, lorsque, in coram monacorum, vous avez effectivement les moines qui chantent en chœur et qui se réfèrent au monastère à l'époque, la piété personnelle. Et donc le moine, dans le secret de sa cellule, va continuer ses prières en se référant à des livres, et des livres qui donc, vous voyez, sont réduits pour une personne, et donc le format se réduit lui aussi à l'utilisation qui est celui d'un individu. Et donc on va voir se développer, alors par exemple nous possédons un livre d'heures qui a longtemps été exposé au premier étage, qui venait d'une communauté bénédictine belge. Et c'était un livre d'heures, donc une littérature qui normalement ne se trouve pas en monastère et qui avait été faite pour l'usage démonial. De la même manière ici, ce sont des prières mariales qui ont été compilées. Alors certaines étaient attribuées jadis à Bernard de Clairvaux, maintenant on sait que ce n'est pas vrai, mais ça ne change pas grand-chose. Non seulement on les a compilées dans un format pratique, mais en plus on les a superbement enluminées parce que ces prières mariales adressées à la Vierge Marie exhalaient un message à la fois optimiste
et esthétique qu'on pouvait avoir plaisir, disons, à compulser dans ce petit volume à la reliure par ailleurs magnifique. Mais ça, vous êtes obligé de me croire, en attendant le livre qui, elle, la montrera aussi. Donc là, je fais un peu un teaser, hein, vous m'excusez. Alors, la spiritualité, justement, comme elle est exposée ici dans ce petit livre, envisageons-la à présent. Il fait 4,5 mm de haut et pèse moins d'1 gramme. C'est une prouesse technique qui évidemment n'est pas faite pour la lecture, mais simplement pour le plaisir de se dire « on l'a fait ». En vérité, ce genre de prouesse n'a pas été possible que depuis assez peu de temps. Il faut attendre les années 1930 et surtout l'après-Deuxième Guerre mondiale pour qu'on voit apparaître des techniques liées notamment à la reproduction photographique et au clichage par réduction, qui sont 2 tomes hein, quand même. 2 tomes. Le Notre Père, autrement dit la prière la plus célèbre employée par toutes les églises chrétiennes à travers le monde, vraiment œcuménique en l'occurrence, traduit en 7 langues. 2 langues classiques, le latin et le grec, et puis ensuite une déclinaison de 5 langues occidentales, modernes, français, allemand, néerlandais, espagnol, etc. Donc nous l'avons ouvert et nous avons mis une loupe, parce qu'on est gentil. Alors vous pouvez admirer ici, sur le côté de la vitrine, une loupe à fort grossissement qui vous permettra de voir le titre français du livre, ainsi que la première page, et qui est relativement déchiffrable si vous vous concentrez, sans perdre évidemment des dixièmes de vision. Alors comment manipuler ces livres? Eh bien en fait ils sont posés dans un cas comme dans l'autre sur un petit rectangle de plexiglas, qui est en fait une petite boîte à opercules pivotants, qui contient les livres, et on met ces opercules ensuite dans une boîte plus grande. Et là, on commence à pouvoir ranger véritablement ça dans un rayon de bibliothèque. Bien entendu, il ne faut pas éternuer, donc je vous prierai de ne pas éternuer trop près, sinon ça va faire envoler le livre. Et par ailleurs, il faut reconnaître que j'ai appris tout à l'heure que nos restauratrices avaient à un moment donné perdu les livres dans l'atelier, qu'elles n'arrivaient plus à les retrouver. Ça a été très fugace, mais apparemment, elles ont eu une sueur froide. Hein, voilà. Vous ne m'avez pas dit ça hein, tout de suite. Oui, oui. Bon. Mensonge. On s'expliquera après. Alors, en comparaison, toujours dans la littérature chrétienne, voici la Bible. Et alors là, on est dans ce que l'imaginaire collectif assimile généralement à une Bible médiévale, avec une certaine raison. Vous avez ici notre plus grosse Bible médiévale, qui date des années 1475, qui a été imprimée, puisque c'est un imprimé, à Augsbourg, et qui est la 4e édition allemande de la Bible. Alors c'est un ouvrage qui est de poids à tout niveau. C'est notre incunable numéro 40. Alors, ce poids s'explique comment? D'une part, par le papier employé, parce que nous sommes ici sur un papier de chiffon, des papiers d'incunable, donc de livres du XVe siècle, c'est fait pour passer le temps, c'est fait pour défier les siècles. Et le grammage de ces papiers, qui s'apparentent en fait à des buvards rigides en quelque sorte, est tellement épais, leur épaisseur est pénétrée dans la matière et fait vraiment des creux. Donc c'est tactile hein, également quand on touche un incunable. Et puis il y a également la reliure. Alors la reliure, elle impressionne par son côté très cuirassé. Et on a ici une reliure tout à fait caractéristique du XVe siècle qui emploie ces éléments de ferrure dans les coins, les écoinçons, et puis centraux, avec ces protubérances qu'on appelle des boyaux usés à l'usage, parce que d'une part, évidemment, vous imaginez bien que normalement, on ne la conserve pas verticalement, d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, c'était à l'horizontale sur des planchettes, enfin sur des rayons, et donc il pouvait y avoir un frottement, et puis c'était également un ouvrage qui était utilisé dans le chœur, et qu'on allait ouvrir sur un lutrin. Donc là encore, possibilité de frottement. Donc pour augmenter la durée de vie de la reliure, on la garantissait avec ces garnitures métalliques. Et puis il y avait également les plats, c'est-à-dire les 2 parties principales de la reliure de chaque côté. Actuellement, disons dans les siècles ultérieurs, on va employer du carton à l'intérieur, parce que justement c'est léger, c'est sympa pour le lecteur. Bah là, au XVe siècle, une reliure de ce type-là, elle emploie des planchettes de bois. Donc en fait, vous avez 2 belles planchettes épaisses de chêne qui forment le corps de la reliure, ensuite gainées de cuir, et ensuite garnies de ces garnitures métalliques. Alors, inutile de vous dire que là, c'est une table monastère en quelque sorte, petite taille, mais enfin quand même, et que ça renchérit sur un poids total qui avoisine les 15 kilos. Donc, il ne faut pas se le faire tomber sur la tête ou sur le pied, hein, vous imaginez bien. Alors, exactement. Les spiritualités dans le domaine des extrêmes, ce n'est pas uniquement la chrétienté, c'est également la religion musulmane. Et vous avez ici
un petit Coran que nous avons mis en relation avec cette grande Bible, un petit Coran qui, lui, date des années 1920-1930, mais qui n'est que le parent, disons, d'une longue descendance, puisque son imprimeur, qui était une maison d'édition de Bohême, Bohême-Moravie, donc l'ancien empire austro-hongrois, avait commencé son activité à la fin du XIXe siècle, Steinberger, et s'est spécialisé dans les ouvrages de petite taille. Donc il y a eu des maisons comme ça en Europe qui ont commencé à produire ce qu'on appelle vraiment des minuscules, c'est-à-dire des ouvrages de moins de 4,5 cm de haut, et qui ont une activité qui s'est poursuivie au fil des années en se spécialisant et souvent en fournissant également les reliures de ces ouvrages. Là, la reliure que vous voyez, c'est une reliure, ce qu'on appelle une reliure éditeur. Donc c'était fourni comme ça à la vente, avec sa reliure déjà faite par l'éditeur lui-même. Donc il y en a eu toute une série qui a été faite. La maison d'édition n'a fermé ses portes qu'au début des années 2000, après 120 ans d'existence à peu près. Et donc vous pouvez encore à l'heure actuelle vous procurer sur le marché du livre d'occasion, et pour des sommes relativement raisonnables, certains petits Corans ou certaines petites Bibles qui viennent de la maison Steinberger. Du côté des spiritualités orientales, alors là, c'était amusant de montrer parmi notre belle collection de manuscrits sanscrits, ce manuscrit particulier qui comporte la Bhagavad Gita, qui est un des grands à Krishna, confronté, associé à Krishna, plus exactement. Là, vous avez un exemplaire, un manuscrit du XVIIIe siècle, qui est intéressant à plus d'un égard. C'est le plus petit qu'on a de ce texte, parce qu'on en a plusieurs exemplaires. Il a 19 miniatures tout à fait charmantes, sa reliure est d'époque, et il est petit. D'un gentleman anglais qui offre ce manuscrit à un de ses amis en 1781, un ami qui est sur le point de partir pour les Indes. Donc ça veut dire que le manuscrit a déjà fait le voyage en direction des brumes d'Albion, et là, à peine arrivé, parce qu'il est du 18e, vous voyez, donc il est peut-être là depuis 10 ans ou 20 ans, et en 1780, il fait le voyage retour en direction des Indes avec ce monsieur anglais qui va vers l'empire colonial britannique. Et là, ensuite, il revient, en tout cas dans les années 50, au sein de la collection Martin Bodmer, venir d'abord à Zurich et puis ensuite à Genève. Donc vous voyez que cette petitesse garantit aussi quoi? La transportabilité. Et c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres cas de figure, des ouvrages que leur format a prédestiné à être des ouvrages de voyage. Et puis, le côté pratique des petits formats, c'est le royaume dominant de l'Europe et peut éclabousser de son luxe, effectivement, les autres cours. Alors, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi un aspect, figurez-vous, de bulle temporelle et de copie de sauvegarde, en quelque sorte. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 1722, lorsqu'on décide de faire le sacre de Louis XV, les grands du royaume et les ministres commencent à s'interroger sur les préparatifs. Puis ils se retrouvent un peu ballots. Parce qu'il n'y en a plus un qui se rappelle comment on fait un sacre. Pour une simple et bonne raison, c'est que le dernier qui a eu lieu, c'était celui de Louis XIV, arrière-arrière-grand-père de Louis XV, et qui a eu lieu en 1654. Donc du coup, effectivement, comme on n'a pas de copie de sauvegarde, et que la mémoire vive est devenue de la mémoire morte, parce qu'ils sont tous décédés, on se retrouve à devoir faire des recherches, à employer des historiens, à aller creuser dans les chroniques même médiévales, pour retrouver, vraiment pour reconstituer ce qu'est un sacre royal français. Puis rajouter des raffinements, évidemment, du siècle des Lumières. Et puis une fois qu'on a fait ça, on se dit, ça serait quand même dommage de ne pas conserver, effectivement cette mémoire. Et on demande l'établissement de ce grand livre gravé. Il est entièrement gravé, que des planches. D'une part, tous les épisodes du sacre, c'est-à-dire que depuis le lever du roi jusqu'à la fin des festivités, chacun des principaux moments du sacre a été photographié, tel qu'elle le dire. C'est une sorte d'instantané de chacun des moments avec le placement précis de chacun des personnages. C'est un screenshot, exactement. Avec évidemment les explications qui permettent de savoir ce qui se passait. Et dans la deuxième partie de l'ouvrage, eh bien, vous allez trouver les costumes des personnages. C'est-à-dire que le duc de Chartres, qui tenait le sceptre royal à tel moment de la cérémonie, était habillé d'un pourpoint de velours violet, avec une cape doublée d'hermine, des souliers à boucles d'argent, une épée, etc., etc., etc. Et vous avez la représentation du personnage en question au plus grand, avec un luxe de détails, afin de copier-coller la prochaine fois. Mais figurez-vous que ça a été bien utile, parce que le sacre suivant, il a eu lieu en 1774,
Donc 50 ans après les faits. Et là, de nouveau, il n'y avait plus personne qui avait été témoin du précédent. C'est ça la durabilité des rois, c'est très pénible des fois. Donc du coup, on s'inspire de ce livre qui justement est là pour ça et qui va servir à ça. Et afin d'apporter des nouveaux perfectionnements, Louis XVI va ordonner de nouveau de faire un ouvrage que nous avons d'ailleurs acquis il y a 2 ans, mais qui est d'un format in octavo, parce que bon voilà, la période de magnificence avait un peu passé, donc il fallait un peu serrer les vis, et donc l'ouvrage sera nettement plus petit. Cette monarchie française, elle va produire dans les années 1680 un livre, enfin un volume, dont vous avez ici une édition assez précoce de 1708, c'est l'Almanach royal. Il va gagner son nom à partir de 1700. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, de régime en régime, figurez-vous que la famille qui s'occupait de l'édition va faire perdurer le contenu jusqu'en 1919. Ça va devenir l'Almanach impérial, puis après l'Almanach républicain, puis de nouveau l'Almanach royal. Enfin bref, ils vont passer tous les régimes jusqu'en 1919. Qu'est-ce que ça contient? Essentiellement, une sorte d'instantané de l'état de la cour, et notamment de qui occupe quelle fonction. Voilà, c'est un aspect administratif en définitive, pour savoir quel est l'état des lieux de la cour de France, des ministères, des hauts fonctionnaires, etc. Et puis, au début du XVIIIe siècle, il va y avoir un glissement de cette fonction initiale. On va descendre en format, et on va avoir des sortes d'épitomées, de résumés sur des formats plus petits qui peuvent se glisser dans la poche, et qui vont prendre vraiment la teneur d'un almanach, c'est-à-dire avec des calendriers, avec des informations pratiques, du genre les lunaisons, ce genre de choses. Et puis également des pages libres qui vont permettre de noter carnet de bal, vous voyez, les rendez-vous galants, ce genre de choses. Et puis quelques poèmes légers, pour avoir un peu de quoi dire dans les réceptions mondaines. Donc vous avez ici quelques exemples du XVIIIe siècle, aux armes royales, mais également avec de très belles plaques dorées de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui vous montre à quoi ressemblaient ces petits volumes, qui étaient tout à fait caractéristiques de l'esprit de la cour et de la ville, et qui se trouvaient autant chez une dame d'Atour de Marie-Antoinette que chez le bourgeois membre du Parlement de Paris à cette époque-là. Alors, je vous parlais également de ces éditeurs. Oui, les éditeurs, ils sont très présents dans l'exposition, parce que souvent, c'est eux qui sont à l'origine d'un format ou d'un mode d'expression. Ici, c'est les belles lettres qui sont abordées. Et je voulais rendre hommage à 3 grands éditeurs imprimeurs du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui ont été plus ou moins des spécialistes des petits formats. Le premier d'entre eux, c'est Aldemannus, le grand éditeur vénitien, actif à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, qui a donné certains des plus beaux livres de la Renaissance italienne, ou de la Renaissance tout court, et qui va, en 1499, demander à son graveur Francesco Grifo de caractère, typographe, de lui inventer un caractère qui tienne moins de place. Alors bon, il n'y a pas 36 façons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le pencher. Comme ça, avec une ligne penchée, on tient plus de lignes sur la même page. L'italique est nul. Voilà. Et à partir de ça, de ces formats quarto, qui étaient certes nobles, certes très appréciés du public, enfin d'un certain public, mais qui étaient chers et qui étaient encombrants, il va créer un nouveau type de livre afin de répondre à une demande qui était celle des humanistes désargentés et des étudiants également, qui voulaient avoir les grands classiques, qui voulaient avoir leur Horace, leur Ovide, etc., mais dans un format pratique et peu cher. Et c'est le concept du libri portatile qui va être initié au début du XVIe siècle. Vous en avez ici l'illustration avec la première édition Aldine de Dante, ouverte sur la page de l'Enfer. Et vous voyez l'italique utilisé ici sur un volume qui a perdu totalement de son importance et qui tasse le texte au maximum. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de fioriture, c'est du texte, mais dans un format qui est très gérable. Alors cet état d'esprit va être poursuivi en fait au fil des siècles par plusieurs personnes qui vont essayer des nouvelles techniques typographiques. Et on va compiler, on va compresser encore plus, notamment au XVIIe siècle, avec les Elzévirs. Les Elzévirs, c'est une grande famille, une dynastie, qui va travailler depuis le début. Alors là, c'est toujours la Suisse, c'est même toujours Genève, mais on est dans la production de masse. À partir des années 1800, la tradition du Grand Tour s'étend à la zone alpine. On a envie de découvrir ces endroits et ces montagnes qui longtemps ont rebuté. On veut s'en approcher. L'esprit romantique y invite. Et on avait traité il y a quelques années le séjour mémorable de 3 sulfureux personnages sur les bords du lac Léman, Lord Byron, Percy et Mary Shelley, avec Polidori, le 4e larron aussi, qui justement étaient là pour aller voir le lac, les montagnes. Et certains ont bien compris qu'il y avait un marché avec ces touristes et qu'ils allaient vouloir remporter dans leur pays
des souvenirs, des vues notamment. Alors à une époque, on faisait des tableaux sur mesure, et puis bon, là c'était l'aristocratie qui voyageait au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, on descend un peu en catégorie, on veut des choses plus faciles à se procurer, moins chères. Et Jean Dubois, qui était un graveur et peintre célèbre, un aquarelliste aussi, surtout genevois, qui est enterré à Mornay, d'ailleurs j'ai appris ça récemment, décide de fournir, en accord avec un éditeur, des vues qui vont être reproduites à grande quantité. Et c'est à ce moment-là, dans les années 1850 à peu près, enfin 1830 en l'occurrence, l'exemplaire est de 1850 environ, que vont naître ces petits albums des vues de Suisse. Alors ça va être 100 vues de Suisse. Donc ça commence en général par Genève, parce que c'est l'entrée, et puis c'est la ville éditrice évidemment, et ensuite vous avez certains des grands sites de Suisse romande, mais également de Suisse alémanique qui sont présentés, les places must to see en quelque sorte, qui sont présentées aux touristes. Et donc vous voyez que le carnet, une fois refermé, ne fait que 18 cm par 13, et totalement on peut le mettre dans une malle sans vraiment l'alourdir ni s'encombrer, et on rapporte ça en Angleterre, en Allemagne, en Italie, à Paris, etc., pour bénéficier de vues panoramiques qui en même temps sont très saisissantes. Et puis il y a les voyageurs au long cours, ceux qui vont aller au-delà des frontières de l'Europe, et c'est le cas de Luigi Mayer, qui va accompagner le consul général d'Angleterre. C'est un peintre italien qui va se greffer sur ce diplomate, qui apprécie beaucoup son œuvre et qui va être son protecteur, et il va sillonner pendant plusieurs années tout l'Empire ottoman, qui inclut, évidemment à cette époque, l'Égypte. Et en Égypte, il va donner ses Views of Egypt, qui date de 1801, publié à Londres. Donc vous voyez que c'est contemporain de l'expédition d'Égypte. Et on y découvre des planches extraordinaires, dont des vues qui n'avaient jamais été montrées au public. Parmi celles-ci figure cette chromolithographie, donc coloriée en couleur, qui présente la grande galerie de la pyramide de Gizeh dans une vue très saisissante, donc en format portrait, qui vous montre l'avancée avec toute l'équipe qui avait accompagné l'artiste dans son exploration de la pyramide. Il faut savoir que donc l'expédition d'Égypte ne connaîtra sa publication que plusieurs années plus tard. Là, donc, c'est ce que le public européen peut se mettre sous la dent, et en plus en couleur, pour découvrir les mystères de l'Égypte qui commençaient à bruiter à travers le continent européen. Graveur à l'origine, un graveur et peintre, et qui a été nommé au début du 19e siècle conservateur du Campo Santo de Pise. Le Campo Santo, c'est un cimetière, mais un cimetière un peu étrange dans le sens où c'est un cimetière bâti. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui accueillent les corps, et ensuite les corps décomposés en guise de charnier, et qui est illustré, enluminé si je puis dire, de fresques du XIVe siècle, retraçant des épisodes bibliques, et notamment les épisodes de création du monde, du paradis, de l'enfer, du purgatoire, etc. Donc nous avons exposé cette planche la plus spectaculaire, qui est celle consacrée à l'enfer. Donc il s'agit d'aquaforte, qui a ensuite été aquarellée. Donc vous pensez bien que cette production, qui date de 1812, a été faite à toute petite série, et qu'il s'agissait d'avoir le maximum de surface pour représenter le maximum de détails. Parce que là, on n'est pas sur iPhone, il ne s'agit pas d'utiliser deux doigts pour agrandir l'image, et donc, kilomètres ce qu'elle peut être, eh bien, il faut effectivement cette grandeur de reproduction, surtout quand l'image est d'une grande complexité à la base. Cet ouvrage, ici, est relié dans un chagrin du 19e siècle. Vous pouvez d'ailleurs voir la reliure de l'autre côté de la vitrine, parce que nos restauratrices ont eu la bonne idée de pouvoir montrer, grâce à leur montrage, le verso le plat de la reliure. Et c'est notre recordman en termes de poids, puisqu'il pèse une trentaine de kilos. Alors c'est pour ça que dernièrement, il y avait des gens qui ne comprenaient pas bien quand... pardon ? 29,4. 29,4, exactement. Soyons précis. Alors, il y a des gens qui comprennent le travail de Marot, et donc il y a eu des centaines et des centaines d'éditions ultérieures pour profiter en fait à l'ensemble du monde calviniste de l'époque et jusqu'au 19e, grosso modo, où il y a eu quelques changements d'ordre théologique. Mais là, vous avez vraiment un exemplaire tel que les huguenots du XVIe siècle pouvaient le pratiquer, avec les partitions chantées qui malheureusement sont anonymes. On sait que des chantres de l'église de Calvin, notre exposition Guerre et Paix, qui va s'ouvrir au mois d'octobre, qui est tout entier érigé à la gloire du général-duc de Wellington, vainqueur de Waterloo. À tel point qu'on le voit ici sur une planche dépliante gigantesque,
chacun des participants du conflit, donc les souverains mais également les généraux, bénéficiaient chacun d'une planche, d'un format déjà généreux, mais alors lui vraiment s'étale sur cette très belle gravure aquarellée. C'est un ouvrage de prestige, cautionné par la couronne britannique et qui montre vraiment le triomphe de l'Angleterre sur les armées du Nabonaparte, comme on l'appelait. Alors, Napoléon, justement, le petit, alors c'est plus le même, c'est Napoléon III. Mais Hugo va le torpiller avec effectivement ces deux grands pamphlets que sont d'une part Napoléon le Petit et l'autre, les châtiments bien entendu. Les deux ouvrages voient le jour à Londres, Hugo est exilé, au début des années 1850 et tous les deux vont être dotés d'un tout petit format alors que jusqu'à présent, Hugo, pair de France, académicien, etc., avait le format noble, le format in octavo pour ses poésies, ses pièces de théâtre, etc. Mais là, c'est l'exilé qui s'exprime, c'est le dissident. Donc, ces poésies de combat, elles vont avoir un peu... Méphisto étant en arrière-plan, nous possédons le dessin original d'ailleurs de Delacroix, de cette gravure, de cette matière noire. Et donc, en fait, ça va être un bide complet. Et Delacroix va y gagner le titre dans les journaux auprès des critiques de maître de l'école du mauvais goût, l'école du lait, même dit-on. Par contre, il y en a un qui va apprécier et qui va dire que les œuvres de M. Delacroix subliment le texte, c'est Goethe lui-même. Et ça, c'était quand même pas mal.